Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Au sommaire ce soir, des artistes et des œuvres d'art contre la guerre en Syrie. On s'intéresse à une action de solidarité organisée par l'association Syrie Art. 61 œuvres sont exposées à l'Institut du monde arabe à Paris et elles seront mises aux enchères demain, donc à Paris, pour venir en aide aux victimes civiles du conflit syrien. Avec nous pour en parler, Leïla Alaoui, merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, vous participez à Syrie Art. Et on va d'ores et déjà voir l'une des photos dont vous avez décidé de faire don à Syrie Art, donc à cette initiative. Agnès Levallois, bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, vous êtes consultante, spécialiste du Maghreb et du Proche-Orient. Vous êtes l'une des organisatrices de Syrie Art. Vous nous direz comment est venue l'idée de ce projet. Et puis avec nous, Maha Assabalani, bienvenue à vous. Vous êtes activiste, vous avez travaillé dans une ONG à Damas, en Syrie, pendant 2 ans. Vous êtes arrivé en France il y a presque maintenant 1 an, c'était en février. Nous verrons avec vous donc quelle est la situation en Syrie. Et puis en duplex de Amman, en Jordanie, Mélanie Mejvan, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice au sein de l'IRC, l'International Rescue Committee. Vous êtes en charge de la protection des femmes et votre ONG vient de publier un rapport consternant, si l'on peut dire, sur les viols dont sont victimes les Syriennes. En quoi ces viols sont-ils devenus une arme de guerre aujourd'hui ? Écoutez, on peut parler de nombreuses exactions qui se produisent en Syrie en ce moment, qui sont souvent couplées par des meurtres, des enlèvements, des disparitions, et également dont la violence sexuelle fait partie effectivement de la crise en Syrie. Alors Mélanie Mejvan, j'ai lu votre rapport, vous évoquez des cas parfois et même souvent de femmes qui sont violées devant leurs proches. Est-ce que c'est ce qui vous fait dire que c'est vraiment une arme de guerre délibérée ? Écoutez, je ne suis pas positionnée pour parler nécessairement d'armes de guerre à ce moment-là. Nous, on est vraiment basé sur la réponse par rapport aux réfugiés qui traversent les frontières et qui arrivent tant en Jordanie qu'au Liban, qu'en Irak. Et pour le moment, on peut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé pour l'humiliation, pour déshonorer les civils, pour déshonorer les familles et pour déchirer le tissu social. Alors vous avez rencontré ces femmes dans les camps de réfugiés des pays voisins, vous venez de nous le dire. Que vous disent-elles, ces femmes syriennes ? Il y a énormément de souffrance, il y a énormément de douleur non seulement par rapport aux sévices subis, mais par rapport à la situation en général. Il faut vraiment comprendre que ce sont des milliers de personnes qui n'ont plus aucune idée de quel est l'avenir qui les attend, qui sont dans des pays qu'ils ne connaissent pas ou peu, qui sont dans des situations extrêmement vulnérables, ils sont dans des situations de survie, à chercher à survivre, à affronter l'inconnu, à devoir mettre de la nourriture sur la table le soir, à devoir soigner les blessés, à devoir s'occuper des enfants. Et donc il y a énormément de pression sur ces réfugiés, en plus d'une incertitude complète de l'avenir de leur pays. Il me semble que vous ne donnez pas dans ce rapport qui sont les responsables de ces viols. Est-ce que cela veut dire que les deux camps, et les forces gouvernementales et les combattants rebelles, commettent les deux des viols, des agressions sexuelles ? Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ce sont des hommes armés, que ça se produit soit pendant la journée, pendant les checkpoints et lors d'attaques. Nous, à nouveau, à mon niveau, dans notre travail, on se soucie vraiment de pouvoir apporter les premiers soins aux réfugiés et donc à ces femmes victimes de violences. Et donc, pour nous, cet aspect-là est secondaire et je ne suis pas suffisamment bien placée pour pouvoir parler spécifiquement de qui sont réellement ces hommes armés. Merci beaucoup Mélanie Mejvan. Je rappelle que vous êtes en charge donc de la protection des femmes au sein de l'ONG International Rescue Committee. Merci à vous pour ce témoignage. Maha Assabalani, une réaction à ces viols, à ces crimes sexuels perpétrés en Syrie ?
Sur ce que l'on vient de dire en ce qui concerne ce rapport dont on vient de parler, c'est exactement cela, ça reflète tout à fait la réalité. Peu importe qui est le violeur, il y a une situation humaine absolument catastrophique en Syrie. La plupart des réfugiés sont des enfants, il faut le savoir. Cela signifie qu'il y a une catastrophe pour toute une génération à venir aussi. Il y a une génération aussi qui est tout simplement en danger d'extinction, il faut le dire. Donc il ne s'agit pas uniquement des femmes aussi qui sont violées, mais de cette génération d'enfants aussi. Il y a dans chaque famille en Syrie entre 8 à 10 enfants. Donc tous les réfugiés, si on regarde les réfugiés, la majorité ce sont des enfants. Ce sont eux qui souffrent le plus. Ces chiffres sont absolument affolants. En ce qui concerne le rapport, c'est ce que l'on a vu donc dans différents rapports des Nations Unies. Agnès Levallois, est-ce que finalement ces viols ne montrent pas aussi une volonté de vengeance, de vendetta de la part des belligérants, avec peut-être une dimension de plus en plus communautaire? Est-ce que ça pourrait être une de vos analyses? Alors moi, je ne parlerai pas encore d'un point de vue communautaire. Ce que je crois effectivement, c'est que dans tous les conflits à travers le monde, ce n'est pas la première fois, les femmes sont victimes d'agressions sexuelles. On l'a vu dans pratiquement tous les conflits qui se sont déroulés à travers le monde. C'est toujours cette arme qui est utilisée par les combattants parce que c'est une arme, j'allais dire, la plus facile et en même temps avec des conséquences absolument dramatiques. Et donc, on a toujours vu les belligérants utiliser cette arme dans ce conflit. Maintenant, pour parler de communautarisme, ça c'est une autre question qui évidemment fait partie du conflit en Syrie aujourd'hui. Ce que l'on sait très bien, c'est que le gouvernement de Bachar el-Assad fait tout pour que ce conflit devienne un conflit communautaire et confessionnel, ce qui n'était absolument pas le cas au départ, avec une société qui pendant longtemps a résisté, et plus le conflit va durer, plus le risque est grand de voir cet aspect communautaire et confessionnel prendre le dessus. Mais pourquoi est-ce que ce conflit dure-t-il autant, Agnès Levallois? 2 ans, certains disent que ça pourrait durer des mois, voire plus. Pourquoi est-ce que rien ne bouge, si ce n'est la violence qui est de plus en plus intense? Parce qu'on a un gouvernement, le gouvernement de Bachar el-Assad, qui ne veut pas accepter de reconnaître qu'il est en train de perdre des pans entiers de ce territoire, et de l'autre, et qui est toujours soutenu par quand même la Russie et la Chine. Donc il y a ce soutien qui lui permet de croire qu'il peut continuer à durer. Et en face, il y a une opposition qui estime qu'elle n'est pas suffisamment aidée pour renverser le rapport de force. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Un pouvoir qui perd du territoire et une opposition qui continue à gagner, à progresser sur le terrain, mais qui n'est pas suffisamment équipée pour pouvoir vraiment renverser ce rapport de force. Donc tant qu'aucune des deux parties n'aura les moyens nécessaires pour remporter la partie, si je puis dire, on sera dans cette violence et jusqu'à ce que l'une des deux parties soit suffisamment affaiblie pour que ce conflit se termine. Donc je crois effectivement qu'on est encore parti pour des mois de conflit pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement de la part de la communauté internationale pour donner les moyens à l'opposition pour que celle-ci soit en mesure de renverser ce rapport de force. Elle grignote, elle gagne du terrain, mais pas encore suffisamment. Leïla Alaoui, vous dites que finalement les printemps arabes, j'insiste sur le pluriel, ont redonné à toute leur fierté aux peuples arabes. Quand on voit cette situation tragique en Syrie, est-ce que vous dites qu'aujourd'hui on a toujours finalement cette fierté? Bon, moi personnellement, j'ai ressenti une fierté quand on a vu le monde arabe se révolter, se réveiller, de voir tous ces jeunes finalement ressentir un peu une idéologie, avoir envie de quelque chose de nouveau. Donc c'est sûr que personnellement moi quand ça s'est passé, c'est la première fois que je me suis dit je suis contente d'être arabe, voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Après on savait très bien que ça allait pas être on n'allait pas trouver une solution du jour au lendemain et que ça allait pas être comme après malheureusement c'est un passage obligé. Je pense qu'on est très loin de ce que les gens espéraient avoir, mais bon, en même temps c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui est long, mais bon, je pense qu'on a déjà fait un premier pas. Après de voir comment ça se passe dans certains pays, c'est quand même très grave de voir qu'il y a autant de résistance et que les catastrophes humaines continuent, c'est quand même dur. Maha Sabalani, la guerre au Mali, la prise d'otages sanglante en Algérie ces derniers jours, tout cela a quelque peu éclipsé le conflit en Syrie. Est-ce que vous craignez que ce ne soit plus la priorité de l'Europe et des États-Unis, ce conflit syrien?
Je pense que jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été la priorité en fait. On ne s'est jamais réellement intéressé à la Syrie. Si l'on prend en compte la dimension des boucheries qui ont lieu en Syrie, des massacres, eh bien, ce n'est pas suffisant. Ce qui se passe en Europe et dans les médias européens, ce n'est pas suffisant. Il y a même des médias qui émettent des doutes sur ce qui se passe en Syrie. Alors effectivement, si l'on regarde par proportion ce qui se passe au Mali ou dans d'autres pays, c'est clair, évidemment, on ne s'intéresse pas suffisamment à la Syrie, mais je vous le dis, c'est dès le départ qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à la Syrie. Alors, une nouvelle réunion de l'opposition se tiendra le 28 janvier à Paris. Opposition syrienne qui n'arrive toujours pas visiblement à former un gouvernement de transition. Comment est-ce que vous expliquez, vous qui connaissez bien ce sujet, les divisions politiques au sein de cette opposition qui a aussi des responsabilités, j'ai envie de dire historiques même? Je ne suis pas sûre d'être la personne la plus apte à vous donner une opinion à ce sujet. Je ne suis pas vraiment politiste ou politicienne. Je travaille simplement dans les droits de l'homme. Mais je pense que cette opposition, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre jusque-là pour s'unifier, pour préparer donc un avenir politique pour ce pays, en tout cas, cette opposition fait un effort. Ils essayent de construire sur rien, en fait, sur des bases qui sont vraiment très fragiles. Donc, ils essayent de construire, ils essayent d'apprendre la politique, en fait. Donc, ils essayent de créer les fondations et aussi de soutenir ce peuple syrien qui est en train de mourir, tout simplement. Donc, on ne peut pas s'arrêter là et dire cette opposition, elle n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Il faut au moins admettre qu'ils font un effort et les aider à s'unifier d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers des initiatives, l'aide qu'on essaie d'apporter à cette opposition et aussi les intellectuels qui se rencontrent, qui en parlent. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Agnès Levallois, il y a beaucoup d'ONG qui ont appelé ces dernières semaines à augmenter l'aide d'urgence pour les civils en Syrie, pour les réfugiés notamment. Le Liban demande lui 150 millions d'euros pour faire face justement à l'afflux des réfugiés syriens, une mobilisation visiblement insuffisante. Comment est née cette initiative de solidarité Syriart ? Alors l'idée est simplement de se dire qu'il fallait faire quelque chose. On se sentait complètement impuissant face à ce drame qui se passe en Syrie. Et donc l'idée, c'est de mener une initiative permettant de faire quelque chose, de se mobiliser. Et cette initiative est née de l'idée de José Garçon, qui est une journaliste aussi spécialiste de la région, qui connaît bien le monde artistique arabe. Et donc l'idée de se dire, voilà, mobilisons les artistes, mobilisons la société civile en soutien à la population syrienne. Et il est vrai qu'on a trouvé un écho très favorable de la part de nombreux artistes qui avaient envie de se mobiliser, sachant pas forcément comment le faire, et là qui ont vu le meilleur moyen de pouvoir montrer justement qu'ils appuyaient cette population syrienne avec une envie de faire quelque chose. Et c'est vraiment l'idée de sortir de cet immobilisme et d'être actif dans quelque chose, parce que politiquement les choses sont compliquées, on le sait, et donc l'idée vraiment c'est de sortir de ce milieu politique, même s'il a toute son importance et qu'il faut continuer à travailler dans ce domaine, bien évidemment, mais de montrer qu'il y avait une solidarité des sociétés civiles et de ces artistes, et la mobilisation a été au-delà de nos espérances. Et on le souligne puisque ce plateau ce soir est 100% féminin. Votre projet est à l'initiative de nous sommes à l'origine de deux femmes qui ont eu cette idée, rejointes par deux autres femmes. Et donc, nous sommes 4 à avoir mené cette opération de bout en bout, aidés par des hommes, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est, pour la petite histoire, c'est amusant de voir qu'il y a eu cette forte mobilisation et vraiment cet engagement très fort qui nous a permis de le concrétiser, de voir cette exposition et cette vente qui a lieu demain soir. Voilà, demain soir, donc à Paris à 19h, en sachant qu'à partir de midi, on peut encore voir les œuvres exposées. Alors, précisons que les fruits de cette vente seront à 40% reversés à la Fédération internationale des droits de l'homme pour des actions menées en Syrie et que les 60% restants seront répartis entre 3 associations syriennes. Alors il y a des photographes comme vous, Leïla Alaoui, il y a aussi des vidéastes, des sculpteurs, des peintres, des plasticiens venus de toute la Méditerranée, même au-delà. Pourquoi est-ce que vous avez, à titre personnel, en tant qu'artiste, choisi de participer à Syriart ? Déjà, je pense que c'est très difficile de refuser de participer à une initiative comme celle-ci, puisque quand on voit le massacre humain qui se passe, c'est quand même qui se passe depuis des années, enfin depuis des mois, et si on est en train de banaliser le conflit complètement, donc je pense que c'était, quand j'ai été approchée, c'était un automatisme d'y participer. Après, c'est vrai que je participe pas spécialement parce que je suis une artiste arabe. Photo, d'ailleurs, pardon de vous couper, dont vous avez fait don, c'est bien celle-ci. Ouais, donc pour moi, c'est même pas par solidarité c'est pas parce que je suis arabe, c'est tout simplement en tant qu'artiste, je pense que c'est important de s'impliquer et de soutenir ce genre de projet, bien sûr. Et puis j'ai été agréablement surprise de voir que les artistes ont vraiment beaucoup
investi dans ce projet. Ils ont donné des œuvres qui sont vraiment de qualité. L'expo est vraiment très belle. Donc c'est aussi bien de voir que les gens n'ont pas bâclé ce travail, que tout le monde y a mis du sien. Alors vous êtes, entre guillemets, si on peut dire, spécialisé dans les portraits. Hein. Vous avez réalisé de nombreux portraits de femmes marocaines et d'hommes marocains. Vous travaillez finalement dans un domaine, on va dire, artistique et social, hein, puisque vos thèmes de prédilection sont la migration et les identités culturelles. Vous avez notamment travaillé sur le sort des migrants subsahariens, dont il est beaucoup question ces derniers temps au Maroc et dans la région. En quoi est-ce qu'une image, Leïla Alaoui, finalement, peut être aussi forte qu'un reportage télévision, notamment avec l'actualité qu'on évoque avec la Syrie. Vos photos, rappelons-le, sans maquillage, avec des regards comme très expressifs, assez forts. Que peut apporter une photo ? La photo, déjà, moi je pense que l'art, c'est différent des médias ou d'un reportage, parce que quelque part, on est moins victime de la censure, de l'autocensure. On s'exprime sans avoir de pression d'institutions, de gens qui travaillent. On est complètement indépendant, donc on peut s'exprimer comme il faut. Après, pour moi, l'image, c'est l'art. Il y a une dimension esthétique, une certaine force, il y a une certaine beauté quelque part qui fait en dit donc sur une situation et sur je pense qu'une image forte va tout de suite attirer l'attention, elle va toucher les gens, elle va questionner beaucoup plus. Donc c'est un peu une manière de questionner de se poser des questions à travers l'art, à travers la beauté, la force de... Donc il n'y a pas que... pour moi, c'est juste une autre manière d'exprimer une idée, en tous les cas, ou une situation dans un pays donné. Alors, puisqu'on parle de photos, sachez que le photographe italien Alessio Romenzi a décroché cette semaine le prix Luca Dolega pour son reportage en Syrie intitulé « Surviving in Syria », survivre en Syrie. Voici 3 de ces clichés. Alors Maha Assabalani, vous êtes yéménite et non pas syrienne, mais vous avez donc travaillé dans une ONG pendant 2 ans à Damas sur les droits de l'homme. Votre pays a connu aussi un soulèvement populaire, a connu aussi une situation tragique. L'ancien président Ali Abdallah Salah n'est plus là aujourd'hui, il a été mis à l'écart. Est-ce que c'est un scénario, vous, à titre personnel, que vous envisagez pour la Syrie, un départ de Bachar al-Assad? C'est l'une des clés du problème? Tout d'abord, la solution au Yémen n'a pas été vraiment la meilleure, donc j'espère que ce n'est pas exactement ce qui se passera en Syrie non plus. Oui, tout est loin d'être réglé. Les Yéménites souffrent encore beaucoup. Donc, je n'espère pas que ce qui s'est passé au Yémen puisse se passer en Syrie. En ce qui concerne les Syriens, ils refusent aussi ce type de solution. Peut-être qu'ils ont même traversé cette phase, et peut-être que les Syriens, en fait, ils pourront aller bien mieux et bien plus loin que les Yéménites, en fait. Il y a eu plus de 60 000 morts jusque-là, 60 000 martyrs, et donc après 22 mois, ils n'accepteront jamais une solution similaire à celle du Yémen. Agnès Levallois, on apprend aujourd'hui que la mère de Bachar el-Assad a quitté la Syrie direction Dubaï pour rejoindre sa fille, qui y serait d'ailleurs depuis maintenant quelques temps. Ce n'est pas la première fois qu'on entend dire que l'étau se resserre autour du pouvoir et de la famille Assad, alors que finalement ça dure. Est-ce à dire finalement qu'il est quand même soutenu en Syrie, qu'il a encore des soutiens dans telle ou telle communauté, mais vous le disiez, pas forcément de façon entre guillemets tribale et communautaire, mais qu'il a encore des soutiens au sein de la population? Il y a encore des soutiens, bien sûr, sinon il serait déjà, je pense, parti sous la force de la mobilisation. Il a encore quelques soutiens de personnes d'ailleurs qui ont peur du devenir. Il y a des inquiétudes en raison de la nature aussi du pays, de sa position géopolitique, géostratégique. Donc c'est évident qu'il y a des Syriens par peur aussi. N'oublions pas que c'est un système politique qui depuis 40 ans, 50 ans, tient sur la peur. Et donc même si, on l'a beaucoup dit, le mur de la peur est tombé en Syrie avec les premières manifestations, et c'est encore frappant et remarquable de voir que des gens descendent encore dans la rue aujourd'hui pour manifester. Il y a quand même certains Syriens qui aujourd'hui ont peur parce qu'ils savent très bien que s'ils manifestent une opposition à ce régime, des membres de leur famille peuvent être touchés. Il y a quand même ce système de la torture qui est répandu en Syrie de façon très très forte. Donc bien évidemment, Bachar el-Assad a encore des soutiens. Il a aussi des soutiens, j'allais dire, les gens sont un peu forcés dans certains cas à soutenir, ou en tous les cas à ne pas choisir de rejoindre l'opposition pour les raisons que
que je viens de décrire, mais il me semble qu'il a quand même une base qui se resserre de plus en plus, et il a surtout le soutien quand même d'un certain nombre de personnes qui détiennent les moyens de la force, tout simplement, et les systèmes sécuritaires. Vous savez qu'en Syrie, il y a plusieurs systèmes sécuritaires qui s'observent et qui font une concurrence et qui maintiennent comme ça cette espèce d'étau sur la population, et c'est ça qui fait la force de ce système et qui explique en partie que ce système est encore aujourd'hui en place. Et n'oublions pas, tant qu'il y aura aussi le soutien des Russes, bien évidemment, ça évite à ce régime de tomber, parce qu'il y a ce soutien qui est quand même encore très fort de la part de Moscou. Maha Assabalani, on l'a bien compris, vous n'êtes pas une politique, mais une militante des droits de l'homme. Mais j'aimerais vous entendre à ce sujet qui ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Des djihadistes combattent aujourd'hui en Syrie. Ils seraient très nombreux. Ils prônent, pour certains d'entre eux, l'établissement d'un califat islamique. Ils commettent eux aussi des exactions. Quel est l'avis d'une militante des droits de l'homme, d'une activiste comme vous à ce sujet ? Bien sûr, il y a effectivement des djihadistes dans le pays, mais on n'a pas vraiment de preuves très concrètes parce que personne n'arrive à aller sur le terrain, justement, à faire des recherches sur le terrain ou à faire des enquêtes. On a du mal à intégrer des organisations internationales objectives. On reçoit simplement des rapports de la part de personnes, donc c'est très difficile de s'en assurer vraiment. Le régime parle uniquement de groupes armés et de djihadistes, ça c'est le scénario du régime. L'autre scénario, même de la part du peuple, certains disent qu'il y a l'armée syrienne libre qui est là, qui les défend. Donc vous avez deux scénarios et donc on a besoin d'enquête sur le terrain. Alors je précise quand même à Assabalani qu'il y a déjà eu des reportages de confrères, notamment de la télévision suisse romande que nous avons diffusé à TV5 Monde, qui montraient clairement ces combattants qui, face caméra, prenaient ces revendications-là, celles que j'ai évoquées. Il y a aussi des services de renseignement qui disent clairement aujourd'hui qu'il y a environ des combattants qui parleraient 17 langues, dont certains français, ce qui ne veut pas dire qu'ils viennent de France, en tout cas qui s'expriment en français, donc ils viennent de pays francophones. Il y a quand même des preuves, je veux dire aujourd'hui concrètes, qu'il y a aussi des combattants islamistes et djihadistes dans certaines régions, notamment à Alep. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Je ne nie pas ce que vous dites. Je dis simplement qu'il est difficile de savoir d'où ils viennent, comment ils font, d'où ils viennent, qui a fait en sorte qu'ils soient là à ce moment précis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'eux plus tôt. Donc c'est ce que j'essaye de dire. L'enquête pour bien comprendre tout cela n'est pas possible pour l'instant. Mais est-ce qu'ils sont là ? Oui, bien sûr, ils sont là, je ne suis pas en train de le nier. Et ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, il y a certainement des preuves. Mais quelle est leur puissance, si vous voulez, ou l'étendue de leurs actions, on ne sait pas. Alors, Agnès Levallois, pour certains observateurs et pour certains responsables politiques, pour revenir à la situation au Mali, à la prise d'otages en Algérie, sont le résultat de la guerre de l'OTAN en Libye et donc du départ de Mouammar Kadhafi. Donc, on ne parle pas ici de la situation précisément au Sahel, mais est-ce que finalement, il n'y a pas parfois une espèce de précipitation à ne pas mesurer les risques, même si on a toujours un autre risque, c'est celui de la part de certains dictateurs, de dire, vous voyez, on avait raison, c'est ou bien c'est nous, ou bien ce sont des islamistes. Ce qui est clair, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu une sous-estimation, me semble-t-il, de l'ennemi d'une façon générale, dans la façon qu'on a, nous, occidentaux, de regarder ce qui se passe dans les pays de la rive sud. On l'a bien vu avec la Libye, on nous avait dit que l'intervention ne durait très peu de temps parce qu'on avait les moyens et ça a été beaucoup plus long. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'armes qui sont arrivées, qui maintenant se promènent dans cette vaste région qu'il est très difficile de contrôler. Donc on voit maintenant ces armes se retrouvent au Mali, certaines en Algérie. Bien évidemment que tout ça est une situation extrêmement dramatique et que surtout ça donne des arguments. Et ça, c'est un argument qui peut être repris par Bachar el-Assad aujourd'hui, de dire, vous voyez, maintenant, il y a des djihadistes partout dans la région qui ont des armes, et donc moi, je suis le meilleur défenseur des djihadistes. Il me semble que cet argument est le pire des arguments, c'est vraiment l'argument de ce régime. Évidemment qu'il y a quelques djihadistes, et il y en a peut-être maintenant des centaines ou des milliers, mais ils sont là aussi parce qu'on n'a pas réglé la question, qu'on n'a pas donné suffisamment de moyens à l'opposition, au départ, qui était une opposition laïque, pour lui donner les moyens de se défendre face à ce régime, et que maintenant, on a l'air de découvrir qu'il y a des djihadistes. Oui, ils sont là, mais donnons les moyens à l'opposition qui n'est pas djihadiste, qui n'est pas radicale, pour justement ne pas faire le jeu des radicaux. Donc je trouve que toute l'ambiguïté de la communauté internationale se situe là, dans ce domaine, où on a fermé les yeux, on a donné des petits moyens, et en laissant les djihadistes avoir des armes beaucoup plus conséquentes, et aujourd'hui on a l'air de découvrir qu'ils sont là. Donc arrêtons et simplement aidons ceux qui sont plutôt laïcs et qui ne veulent pas que les djihadistes prennent le pouvoir,
pour permettre de mettre un terme à ce système et à ce régime, et que l'opposition, qui est une opposition en Syrie beaucoup plus démocratique et laïque, qu'elle puisse vraiment être sur le devant de la scène. Là, on est dans une situation d'un cynisme absolu, me semble-t-il, en tous les cas, en agissant de la sorte. Mahsa Balani, rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des actions concrètes que vous avez menées durant 2 ans? Vous avez vécu le début du soulèvement en Syrie. Bien sûr, je travaillais avec le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression à Damas. Donc c'est une organisation non gouvernementale, enregistrée à Paris d'ailleurs. Le président de ce centre était Mazen Darwish. C'était donc un journaliste et un avocat, défenseur des droits de l'homme, qui était très connu depuis 2004 d'ailleurs. Donc nous travaillons donc à observer les médias, le travail des médias pendant les élections en Syrie, les élections parlementaires qui avaient eu lieu en 2007. On a aussi observé le référendum présidentiel la même année, en 2007. Nous travaillions aussi, on avait pour objectif, disons, de faire la même chose en 2011, mais on n'a pas pu, évidemment, à cause des événements. Nous travaillons avec la société civile, avec les médias. On publiait aussi des communiqués de presse en ce qui concerne les journalistes qui subissaient des exactions dans ce pays. De nombreuses activités, si vous voulez, avec la société civile, c'est ce qu'on faisait. Merci beaucoup. Et 2 confrères ont perdu la vie cette semaine encore en Syrie. Vous faites bien d'évoquer le sort donc des journalistes. Merci à tous les 3 d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On se retrouve quant à nous dimanche prochain pour un nouveau numéro.